Nous sommes le mardi 3 mars 2020, il sonne 11h et nous sommes très heureux de nous retrouver dans ce studio pendant que nous sommes connectés directement avec vous, vous qui nous écoutez sur le territoire, le Dénigba national, en Afrique et dans le monde entier. Je voudrais particulièrement saluer nos compatriotes vivant sur le territoire américain et qui nous font beaucoup de retours, de même que ceux qui nous écoutent depuis le Vatican, depuis Rome, qui suivent le club de la presse en direct ou en différé et qui nous envoient leurs critiques et suggestions d'amélioration. Eh bien, Michel Kokou Vitogbe Tomega et Jérôme Dakucha qui assurent la technique. Justement, Michel et Jérôme, je vous transmets cette observation de nos auditeurs qui nous écoutent depuis la zone du port de Baguida et qui se plaignent depuis quelques jours d'une interférence, une radio-consoeur qui brouillerait un peu nos ondes, ce qui fait qu'ils ont du mal à nous suivre. Eh bien, si le problème vient de vous, Michel et Jérôme, activez bien vos boutons. Nous sommes clairs, Michel? Eh bien, ici au studio, Primus Doche Genou Arlidja, bonjour. Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, chers Cesc Gaou, et à moi-même. Merci beaucoup. Et pourquoi pas notre invité qui est également à nos côtés ici, Koumtchan Siangou, le tien-là. Oh, la vieille. Comment vous allez? Bien, merci. Merci, gars. Eh bien, les auditeurs, auditrices doivent se rappeler à écouter ce nom, Koumtchan Siangou, ce Togolais compatriote vivant en France, que nous avons découvert il y a 6-9 mois, quand il était passé ici au Togo pour faire la promotion de son livre qui est intitulé de l'apprentissage, une méthode du changement au Togo. Eh bien, Koumtchan Siangou, que nous avons découvert, que nous avons, retrouvé au détour d'une rue le week-end dernier et que nous avons souhaité avoir avec nous au studio. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, un confrère qui vient juste de nous retrouver, Isidore Sassou Atialo Akolo de Actu Express. Bonjour Isidore. Bonjour Sass, bonjour à tout le plateau et bonjour à toutes et à tous. Merci. Nous pourrions être rejoints par un troisième confrère, quatrième invité. Si un petit malaise dont il souffre ce matin lui en donne le temps. Mais déjà, nous pouvons partager cette pensée du jour. C'est Cherry Blossom qui a écrit, citation, « Ne promets pas lorsque tu es trop peureux. Ne réponds pas lorsque tu es en colère et ne décide pas lorsque tu es triste. » Encore une fois, ne promets pas lorsque tu es heureux. Ne réponds pas lorsque tu es en colère et ne décide pas lorsque tu es triste. C'est cette pensée qui va nous guider. Ça nous permet seulement. Oui, Isidore. Ça nous édifie à mieux maîtriser nos émotions. Maîtriser nos émotions, même si quelqu'un a écrit que l'émotion est nègre, Primus, nous devons faire l'effort de maîtriser un peu nos émotions pour que les promesses que nous faisons quand nous sommes trop contents, que les réponses un peu énergiques que nous faisons quand nous sommes en colère et les décisions un peu trop hâtives que nous prenons quand nous sommes trop tristes, que cela ne nous rattrape pas. Oui, c'est une, c'est une invitation à réfléchir avant d'agir en toute situation de difficulté ou d'état émotionnel. Oui, bon, que l'émotion soit nègre. Et que la raison soit d'ailleurs. Vous connaissez ma position là-dessus. Oui. Je soutiens que et la raison et l'émotion sont nègres. Merci. Donc sont humains. Sont nègres. Sont humains. Non. Eh bien, j'ai ressorti cette pensée parce que il faut le reconnaître. Nous sommes dans une situation quelque peu tendue. Donc certains peuvent s'estimer heureux. Certains peuvent s'estimer en colère, certains également peuvent se sentir tristes,
eh bien, à commencer par nous ici, cet auteur, Cherry Blossom, nous rappelle. Cherry Blossom. Blossom. Merci beaucoup. C'est une anglaise. Ne promets pas lorsque tu es en colère. Ne réponds pas lorsque tu es en... Non. Ne promets pas lorsque tu es heureux. Voilà. Ne réponds pas lorsque tu es en colère. Et ne décide pas lorsque tu es triste. Tout ça peut changer. Avant d'aller au sujet sociopolitique, comme c'est une tradition, nous allons l'honorer. C'est mardi, nous allons partager quelques rubriques d'art et de culture. Mais nous nous rappelons tous cette fable que nous avons apprise. En tout cas, moi, je l'avais apprise en classe de CM1. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, dans sa fureur, a envoyé. Point de suspension. C'était la peste. Maintenant, on peut mettre sur ce début de vers-là le coronavirus, le Covid 2019. Eh bien, ça a commencé en Chine. On croyait la Chine lointaine. Et puis, progressivement, ça se rapproche de nous. Et pour ce qui concerne le continent africain, ça a commencé par l'Égypte. Ensuite, on l'a signalé en Algérie. Puis, proche de nous ici, le Nigeria. Et puis, depuis hier, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie qui sont touchés. Eh bien, voilà. Et si les autres sont touchés, comment est-ce que nous devons nous préparer? Et il y a quand même cette interview du colonel Nyamalata dans les colonnes de l'Indépendant Express. Nyamalata qui dit que mon leitmotiv, c'est 0 risque d'accident d'avion, d'accord? 0 risque d'infection par ce coronavirus. C'est le leitmotiv de Nyamalata, mais à ce jour, quelle est la situation ici au Togo? Je ne sais pas trop, mais si tout marche bien, nous pourrions avoir une personne ressource du ministère de la Santé et de l'hygiène publique au Club de la Presse demain pour faire l'état un peu dans le monde et chez nous ici. Mais on constate déjà que le coronavirus ne connaît pas de frontières, il ne connaît même pas de statut. La preuve, l'auteur espagnol Luis Sepúlveda, âgé de 70 ans, vient d'être hospitalisé à Oviedo en Espagne. Il a été testé positif au coronavirus. Isidore, donc le coronavirus, il ne connaît pas d'artiste. On a appris même que le médecin qui, le premier, a alerté sur le Covid 2019, le chinois, il a été emporté. Dernièrement, nous apprenons que le vice-ministre de la Santé d'Iran, lui-même, il a été affecté. Donc on ne peut que prier, bien sûr, mais également prendre des mesures de prévention que les autorités sanitaires nous recommandent. C'est une pandémie, même si on rechigne à l'appeler ainsi, c'est une pandémie. On parle d'épidémie, mais je pense que ça gangrène déjà le monde. C'est le mal du siècle aujourd'hui. Et rien qu'à suivre l'information en France la fois dernière, mais tout le monde est paniqué, c'est la panique générale. Et pour nous, pays pauvres, très endettés que nous sommes, qui n'avons pas des dispositifs sanitaires adéquats, on se pose la question, si ça arrivait chez nous, comment ça va se passer? Donc on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Même si ça arrivait, est-ce que nous avons les moyens de vite les détecter? C'est la grande interrogation. Est-ce que nos entrées terrestres, aériennes et portuaires sont équipées du matériel pour pouvoir vite détecter? Vous savez que pour le cas du Sénégal, c'est un Français qui a pris Air Sénégal et qui revenait de la France. Comment on n'a pas pu détecter le mal à l'entrée à l'aéroport et qu'on laisse ce Français transporter le virus au Sénégal? Sénégal, si loin, si proche. Nigeria, si loin, si proche. Donc, on ne fait que croiser les doigts et comment dirais-je, exhorter les moines de nos ancêtres pour nous épargner de cette maladie. Merci. Je vous rappelle que le mercredi dernier, nous avons reçu une personne ressource du ministère de la Santé qui est médecin épidémiologiste qui nous avait briefé sur les mesures
de contrôle des passagers dans les ports, aéroports et aux frontières, et également l'Institut national d'hygiène qui est disposé à recevoir les premières analyses, également les centres de prise en charge si d'aventure un cas devrait s'avérer chez nous. Mais encore une fois, demain, si tout se passe bien, nous pourrions avoir une personne ressource du ministère de la Santé pour nous faire le point sur la situation dans le monde et ici au Togo. Eh bien, revenons donc aux dépêches d'arrêt de culture. Et là, c'est le confrère L'Union pour la Patrie qui me les présente. D'abord, je lis la page 2 que Primus, Maître Joseph Kokou Kofigo, qui n'est plus à présenter, et son confrère Maître Martial Akakpo, ils vont organiser une exposition sur le plasticien Richard Lawson Body à partir du 6 mars. Une exposition sur le plasticien Richard Lawson Body à partir du 6 mars. Eh bien, Lawson Body travaille aussi bien dans la peinture que la calligraphie, le dessin, la vidéo artistique, la photo et l'art numérique. Cette exposition d'art plastique, je crois que c'est... l'Union ne donne pas les détails, mais on va chercher, savoir et aller au vernissage. Oui, d'abord j'admire beaucoup M. Kofigo, la façon dont il occupe sa retraite. Hein, les pensées culture, poésie par-ci, poésie par-là. Et maintenant, c'est dans l'art plastique. Lawson Body, qui est aussi un ami à moi, il fait de belles œuvres quand même. Il faut l'encourager. Et c'est dommage que tout ce talent n'arrive pas à former un collectif qui nous crée une galerie. Je le disais la dernière fois, nos artistes sont mondialement connus, internationalement connus. On les paie à prix d'or, mais au Togo, ils ne partagent pas leurs connaissances avec les autres, avec la masse, ne serait-ce que dans la construction d'une galerie où on exposera toujours leurs œuvres que nous pouvons aller savourer. Merci. Malheureusement, l'Union pour la Patrie ne nous situe pas le cadre qui va accueillir cette exposition, co-organisée par Maître Joseph Kokou Kofigo et Maître Martial Akakpo sur le Richard Lawson Body. Par contre, l'Union nous apprend que l'Institut français du Togo va accueillir une interprétation chorégraphique, processus d'appropriation de l'univers d'un chorégraphe. C'est dans le cadre de la 3e édition du programme de recherche artistique danse traditionnelle et création d'aujourd'hui. C'est l'association Soleil d'Afrique de Kosivi Senagbe à Fiadeningban qui organise une conférence débat à l'Institut français. Là, l'Union oublie aussi la date. Je vois bien le mois de mars et l'heure à 10h. Mais quel jour? Je ne vois pas ça. Et on va finir avec le pays voisin, le Bénin, qui vient de lancer le projet forêt classée au Bénin. Le projet forêt classée au Bénin. Ce projet qui vise à améliorer la gestion des forêts et qui concerne 11 réserves forestières recouvrant une grande partie de la superficie des 46 forêts classées que compte le Bénin. Eh bien, si le Bénin lance un projet forêt classée au Bénin, il doit vous rappeler que toute la polémique, toute la sensibilité qui entoure la question des forêts classées chez nous ici au Togo, quand on veut l'aborder. Évidemment, c'est triste que nos autorités n'aient pas pu pérenniser ces forêts sacrées. Et je m'en donne pour preuve la forêt sacrée de Baie, qui est carrément décimée et qu'on viole allègrement. Les forêts sacrées de Zalivé ou d'Assoukopé, là où on prend les pierres. Donc ça a été vraiment violé. Donc je pense qu'il va falloir que le ministère de l'Environnement puisse remettre les choses en ordre pour qu'on ait une végétation, c'est très important, et des espèces qui aussi sont déjà en voie de disparition. Ce n'est pas normal.
Et même si dans les années 90, les gens ont décimé les réserves, je pense que ce temps est révolu. Il faut une sensibilisation parce que nous avons besoin de la végétation pour mieux vivre. Parce Merci. que on l'a appris, le gaz carbonique est aspiré par, comment appelle-t-on, les végétaux et qui nous transmettent l'oxygène. Donc nous sommes dépendants des végétaux. Voilà les forêts classées, les forêts sacrées que nos ancêtres nous ont léguées, que nous n'avons pas su sauvegarder. Et nous-mêmes, nous avons décrété des aires protégées, les forêts classées qu'on a laissé envahir, dépouiller. Aujourd'hui, le désert avance à grands pas. Le dérèglement climatique fait chauffer la température. Même à 3 heures, nous sommes tout en sueur sur nos lits. Voilà, restaurer les forêts classées au Bénin, sûrement que chez nous ici au Togo, on doit y penser. En tout cas, le nouveau président que nous aurons à la tête du pays durant la période 2020-2025 devra y réfléchir s'il ne le fait pas encore. L'ancien nouveau ou bien le nouveau ancien? Je parle du président 2020-2025. Vous nous direz si c'est un ancien ou bien un nouveau. Alors, cette plainte des auditeurs, effectivement, quelqu'un de nous confirme que il y a la fréquence 93.9 qui vient interférer sur les ondes de 93.5 Canal FM. Et ceux qui n'ont pas un récepteur de très haute qualité ont du mal à nous suivre. Nous allons régler ça à notre niveau, mais peut-être que l'autorité qui régule les fréquences devrait faire en sorte que les nouveaux venus ne viennent pas nous créer des problèmes. À propos de médias, nous avons appris que nos confrères, consoeurs de Taxi FM, le studio principal de Taxi FM a connu un incendie. Ah bon? Ce qui fait que leur émission qu'ils font le matin est suspendue jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, nous exprimons toute notre solidarité confraternelle à Blaiseau Elzo et à toute l'équipe de Taxi FM, à notre confrère co-animateur Eric Gator, qui est privé de son studio, et avec l'espoir Primus que la direction de Taxi FM va réparer très rapidement ce studio, parce que nous, à Canal FM, nous aimons nous enrichir de la concurrence confraternelle. Oui, il faut même. C'est par rapport à la qualité, à la concurrence qu'on peut savoir et définir sa propre qualité d'audience, surtout. Donc, vivement que Taxi FM reprenne ses émissions. Toutes nos compassions à Blazo et à Eric aussi, qui également aux auditeurs de cette émission qui se retrouvent privés voilà. Et j'espère que leur attente ne va pas durer trop longtemps. Aux autres journalistes et animateurs aussi. Merci. Eh bien, je viens à vous, Koumtchan Siangou. Je rappelle que vous êtes Togolais, né à Tandjouaré. Vous avez vécu vos années d'études à Dapan et à Lomé, mais depuis de longues années, vous vivez en France. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage de l'apprentissage, une méthode du changement au Togo. Nous en avons parlé lorsque nous avons fait votre connaissance. Eh bien, vous êtes revenu dans cette période où nous sommes encore dedans, dans le processus électoral. Eh bien, est-ce que vous estimez, est-ce que vous trouvez que le processus électoral que nous connaissons actuellement et dont nous allons beaucoup parler participe de cet apprentissage? Effectivement, il faut dire que tout processus a besoin d'un certain nombre d'étapes, dont les élections présidentielles. Et avant les élections présidentielles, il y a eu les locales, les législatives. Et ça participe effectivement de l'apprentissage, d'autant que et les acteurs et en même temps l'ensemble de nos concitoyens parviennent à s'exprimer et à la fin, il y a un choix. Donc, ça participe, les échéances telles qu'on les a vécues tout dernièrement, ça participe effectivement du processus et de l'apprentissage démocratique. Merci. Nous allons y revenir, mais encore un petit mot sur votre livre. Je rappelle, il est intitulé « De l'apprentissage, une méthode du changement au Togo ». Oui. Vous êtes venu, vous avez fait la promotion. Maintenant que vous êtes revenu, est-ce que vous avez des retours de vos compatriotes sur cet ouvrage-là? Oui, effectivement. Quand je suis revenu au mois à l'été dernier, j'avais bien sûr fait la promotion du bouquin et qui est intitulé « De l'apprentissage démocratique, une méthode du changement au Togo ».
Alors, les retours, particulièrement, parce que quand je suis revenu, je suis resté uniquement à Lomé, à l'époque, l'été dernier, et ce qui m'a été reproché, c'est que je ne sois pas parti, en fait, à Dapong, où j'ai grandi, pour exposer le contenu de l'œuvre. Vos parents vous l'ont reproché. Et bon, ce que j'entends, en même temps, j'avais pas beaucoup de temps, et c'est ainsi que des clubs de lecture se sont formés et ont sollicité que je vienne et que je puisse exposer l'œuvre. Alors, le premier retour, c'est très clairement ce qui est dit, c'est que le Togo connaît quand même un apprentissage, mais cet apprentissage-là est lent, et ce qui m'est demandé, c'est de donner en fait les raisons, en fait, les motivations de cette lenteur. Et aussi, ce que j'entends, c'est que dans l'ouvrage, je n'ai pas décrit avec précision un certain nombre de préoccupations qui sont sur le terrain, et c'est là que c'est intéressant, parce que je me suis rendu compte que un auteur ne peut véritablement construire ou produire une œuvre que s'il est dans la coproduction, c'est-à-dire que le lecteur coproduit l'œuvre, et en écoutant le lecteur, en parvenant effectivement à faire ressortir ce que dit le lecteur, on parvient à produire une œuvre, même si toute œuvre n'est pas entièrement aboutie, ça permet que l'œuvre prenne une coloration du terrain, une coloration qui permette la profondeur de l'œuvre. Donc, les lecteurs m'ont fait comprendre qu'il fallait que je les écoute pour encore compléter mon œuvre. Merci. Eh bien, vous avez commencé par le mai, vous êtes retourné chez vos parents d'Apaon, mais l'œuvre, elle s'adresse à tous les Togolais. Il va falloir que vous trouviez du temps pour faire ce partage-là dans toutes les régions du Togo. Surtout, le milieu universitaire serait curieux de vous recevoir pour débattre de votre ouvrage. Oui, effectivement, je pense que le milieu universitaire, comme d'ailleurs en fait le milieu, parce que je suis allé à Dapong et j'ai circulé dans toutes les préfectures, les 7 préfectures de la région des Savanes, et j'ai rencontré à la fois les proviseurs, les enseignants, les directeurs d'école et de primaire, et particulièrement les élèves qui m'ont laissé entendre le besoin et la soif en fait de ce qui est culture démocratique et en même temps culture entrepreneuriale. Parce que ce qui est dit là, c'est que nous sommes dans un processus démocratique. Néanmoins, on a besoin du quotidien aussi. Les jeunes, ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de l'eau potable, ils ont besoin en fait de tout ce qui est quotidien, et ils veulent savoir comment la démocratie peut participer à ces besoins-là, à l'assouvissement de ces besoins. Et c'est de là aussi qu'il faut pouvoir tirer des enseignements et permettre que l'œuvre en fait soit encore plus complétée. Le milieu universitaire, je pense que dans la théorie, il y a quand même un certain nombre de choses à apprendre avec eux en partageant l'œuvre, et je suis prêt et décidé effectivement à aller vers ce milieu-là. Merci. Dieudonné Monchoso Korolakna, bonjour. Auditeurs, auditrices de Radio Canal FM, bonjour, et toutes nos excuses. Bonjour, cher écrivain. Bonjour. Mais... Non, achevez votre phrase. Toutes vos excuses pour ce retard, indépendant de votre volonté. Vous connaissez la formule consacrée. Merci. Maintenant, pour introduire le sujet, ce fait que je partage avec vous ce vu et constaté. Le Togo post-électoral comme il va. Le Togo a actuellement 2 présidents de la République et 2 premiers ministres. Il y a d'abord Faure Essosimna Nyasingbe, déclaré réélu par la CENI à 72,36% le dimanche 23 février dernier. Mais quelques heures avant la CENI, c'était Gabriel Mensang-Guillaume Kodjo qui s'était autoproclamé élu avec un score oscillant entre 57 et 61%. Et nous apprenons depuis ce matin que le président autoproclamé a procédé à le président autoproclamé, mais non encore investi, et qui a tout de même introduit un recours toujours pendant devant la Cour constitutionnelle. Eh bien, Guillaume Kodjo vient de procéder à la nomination de son premier ministre en la personne de Antoine Kofi Nadjombe. Et le président autoproclamé, Guillaume Kodjo, doit avoir un agenda très chargé aujourd'hui. En sa qualité de député et de président de la commission défense et sécurité, il est censé siéger aujourd'hui à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, séance convoquée à 9h
et qui devrait se dérouler actuellement. Et dans l'après-midi à 15h, le même Agboyome Kodjo devrait assister ou suivre avec un certain intérêt la décision de la Cour constitutionnelle qui devra siéger et statuer sur le recours que Agboyome Kodjo lui a introduit lorsque la Haute Cour proclamera les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 22 février. Voilà notre vue constatée. Primus, devrions-nous rire ou plutôt pleurer de cette situation avec deux présidents, deux premiers ministres en entendant deux gouvernements? Je préférais la formule « Mieux vaut en rire que d'en pleurer parce que le rire est bon pour la santé ». Maintenant, d'abord c'est triste, mais Agboyome est rattrapé par 2015. Quand en 2015, un certain monsieur Jean-Pierre Fabre aussi disait la même chose, qu'il avait gagné les élections. Il a été gentiment prié par monsieur Agboyome, Vincent Gabriel, de respecter les institutions de l'État et de respecter le président en place. C'est M. Agboyome qui rappelait M. Fabre à l'ordre. Et voilà que lui-même il se trouve dans le même cas. Il prétend avoir gagné les élections. Et la CENI déclare une autre personne gagnante de ces élections. Et il me contestait. Comme je le dis toujours, d'abord, dans la République, on ne s'autoproclame pas, à moins de faire un coup d'État ou institutionnel ou militaire. Hein? Mais dans son cas, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il a ses procès-verbaux et c'est lui seul qui les a. Nous ne savons pas. Et même si ces procès-verbaux qu'il a les donnent gagnants, il faut une institution consacrée de la République pour affirmer ce qu'il dit. Et l'institution consacrée de la République, en l'occurrence, c'est la Cour constitutionnelle. Et lui-même, il fait partie de ce système. Hein? Et il sait comment son système fonctionne. Et la Cour constitutionnelle ne dira pas autre chose. Peut-être que la Cour constitutionnelle... En tout cas, c'est à 15h que la Cour constitutionnelle va se prononcer sur les recours. Elle va corriger vers le bas. Peut-être le résultat, score de fleuve du président Faure, mais tous les recours seront rejetés. Attendons 15 heures pour savoir ce que la Cour nous dira. Mais Isidore, voilà une situation. Le sieur Agboyome Kodjo qui s'est autoproclamé. Et depuis hier, il a procédé à la nomination de son premier ministre. Alors, Agboyome rejoint toute une génération de présidents qui estiment avoir gagné les élections présidentielles au Togo. En 1998, c'était Olympio Gilchrist. En 2003, c'était Bob Akitani. Rebelote en 2005, quand Akitani revendiquait la victoire. En 2010, c'est Jean-Pierre Fabre qui revendiquait la victoire. Rebelote en 2015. Et au cours de la campagne, on a écouté Agboyome Kodjo dire que lui, on ne le vole pas et il va assumer sa victoire et qu'il va revendiquer. Maintenant, c'est l'équation que Agboyome va pouvoir résoudre, prouver devant ses électeurs et l'opinion les engagements qu'il a pris durant la campagne. C'est vrai, mais il est allé plus loin. Il a dit que votez pour moi à 7h, à midi, je vous ramène la victoire. C'est ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, il est confronté à cette dure réalité, sachant très bien que le scrutin se termine à 16h. Mais vous avez vu que déjà à 15h, il a annoncé sa victoire. Bon, certainement qu'il a des éléments, hein. Je ne peux pas en douter, puisqu'il connaît bien les lois. Et tout ce que moi je regrette, c'est qu'il, jusqu'à présent, il n'a pas fait la compilation et nous a donné les éléments qui luttent en sa faveur. C'est-à-dire les PV, les compiler, ce n'est pas sorcier. Et j'étais de ceux qui disaient que bon, il ne faut pas qu'on nous serve le même plat que 2015. Attendre que la victoire soit consommée,
3 mois plus tard, qu'on sorte un mémorandum, ce serait du gâchis. Si vraiment il a gagné les élections, ce que je ne crois pas trop, autant je ne crois pas à sa victoire au premier tour, autant je ne crois pas à cette victoire de Faure Gnassingbé à la soviétique. Et finalement, vous croyez à quoi? Je crois peut-être que les deux doivent nous situer. Bon, mais c'est celui qui revendique qui a plus intérêt à prouver qu'il y a des irrégularités. Et moi, je pensais, à mon œil, la victoire du doit avoir 2 tours. Les gens ne voulaient pas de 2 tours. Et voilà les résultats. Que tantôt, Primus disait, sera revu selon les indiscrétions, à la baisse. Merci. Encore une fois, attendons la cour à 15h. Eh bien, Koumtchan, j'ai appris que vous êtes revenu. Vous avez pu suivre la campagne durant les 2 semaines. Vous avez suivi le jour du scrutin. Je ne sais pas, est-ce que vous avez voté vous-même? Oui. Vous avez voté? Oui. Très bien. Vous avez suivi la campagne. Vous avez suivi le jour du scrutin. Et vous suivez maintenant la période post-électorale avec l'autoproclamation d'Agboyome qui vient de nommer son premier ministre. La proclamation par la CENI de la victoire provisoire de Faure Gnassingbé. Nous attendons dans quelques heures la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Alors, vous, Togolais, mais vivant dans un pays démocratique comme la France, qu'est-ce que cette situation au Togo vous inspire? Alors, ça m'inspire 2 choses. La première, c'est vraiment par rapport aux responsables politiques que nous avons, et particulièrement ceux de l'opposition. Vous avez rappelé l'histoire. C'est triste, cette réalité togolaise. Et en évoquant mon œuvre tout à l'heure, je parle de l'apprentissage démocratique. Et ce n'est pas le peuple, en fait, qui devrait apprendre, je dirais, au niveau de la démocratie, un certain nombre de règles. Parce que la démocratie, c'est à la fois un jeu et un enjeu. Et les premiers responsables qui sont amenés à être des leaders, ce sont eux qui devraient quand même pouvoir, je dirais, entraîner le peuple. Et pourtant, je me rends compte que dans ce processus démocratique, depuis les années 90, on se retrouve en face d'un certain nombre de responsables politiques, et je me demande si je ne peux pas m'autoriser à dire aujourd'hui d'irresponsables politiques. Parce que le cas de Agboyome Kodjo, de qui parle-t-on? C'est un ancien Premier ministre, c'est un président de l'Assemblée nationale, un ancien président de l'Assemblée nationale. Il fut également directeur général du port autonome de Lomé. C'est quelqu'un. C'est pas fini. Il est actuellement le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui opère sa rentrée parlementaire actuellement même. Aujourd'hui. Et là, je me rends compte que il est dans quelque chose qui me rappelle un certain nombre. Je dirais qu'un jeune de la classe terminale ne ferait pas ce qu'il a fait. Il dit un certain nombre de choses. Avant 16 heures, il s'autoproclame président de la République. Et là, on se pose la question si réellement on peut avoir ce monsieur comme président de la République. Parce que ça pose la question de la responsabilité de celui-là qui se veut être le premier citoyen de notre pays. Et moi, je me dis, quel sentiment ça m'inspire? C'est un sentiment franchement de tristesse. Parce que si c'est celui-là qui a été ancien Premier ministre, qui a été ancien président de l'Assemblée nationale, qui a été directeur général du port et qui est aujourd'hui, je dirais, député à l'Assemblée nationale, ça pose vraiment question. Et il devrait lui-même se poser la question concrètement, quelle est ma posture pour vouloir être aujourd'hui président de la République? Il s'est lui-même auto-discrédité. Donc, pour moi, c'est triste. Merci, ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment que je voulais évoquer, c'est la joie de voir en fait tout un peuple qui a aussi exprimé clairement la maturité en fait démocratique. Parce que moi, vous l'avez dit, j'étais à Dapong, dans la région des Savanes, j'ai traversé en fait les 7 préfectures et je me suis rendu compte combien en fait chacun pouvait venir dire son projet, dire son programme et tout le monde pouvait l'accueillir. Et c'est cette maturité-là qui m'inspire aussi la joie et qui me laisse penser que le Togo avance dans son processus démocratique. Merci. Eh bien, Montoso, supposons que vous êtes sympathisant d'Agboyome Kodjo. Alors, est-ce que vous l'appelleriez président déjà élu, autoproclamé, qui vient de nommer son premier ministre, ou bien vous attendriez la décision de la Cour constitutionnelle dans quelques heures pour vous faire une opinion?
Non, parce que la question que tu poses, en fait, appelle deux autres questions. C'est le respect d'abord des institutions de la République et la confiance en ces institutions. Et tout à l'heure, l'écrivain a très très bien fait de rappeler le parcours qui est Agbeomé. En fait, quand on a gravi tous ces échelons, quand on a occupé toutes ces responsabilités dans un pays, et quand on est un homme politique qui se respecte, il y a des choses qu'on se garde de faire, effectivement. En 2015, et Primus l'a dit tout à l'heure, en rappelant 2015, mais on a cru avoir cet homme politique responsable, effectivement, respectueux des institutions de la République, qui rappelait justement un candidat malheureux aux élections qui s'autoproclamait à l'ordre, entre guillemets. Mais voilà, aujourd'hui que c'est le même avec tout le parcours qu'on lui connaît, qui a incarné de très très hautes responsabilités dans ce pays qui se comporte comme cela. Donc, il faut être respectueux des institutions, il faut avoir... Parce que, vous savez, cette Cour constitutionnelle, c'est vrai, beaucoup de Togolais doutent, beaucoup de Togolais se posent des questions. Mais n'oublions pas quand même que cette Cour, son histoire, elle a été marquée par des hauts et des bas. C'est cette Cour constitutionnelle quand même qui a donné raison un moment aux 9 députés de l'ANC, si je ne me trompe. Non. C'est la CEDEAO. C'est faux. Mais cette Cour constitutionnelle a donné raison. Restons dans le contexte actuel. Non, mais cette Cour constitutionnelle, dans le passé, a donné raison déjà à des députés de l'opposition qui ont déposé un recours, si je ne me trompe. Enfin, ma mémoire n'est pas très fidèle, c'est pourquoi je préfère qu'on revienne à l'actualité. C'est la Cour de la CEDEAO. Non, mais revenons à l'actualité. En tout cas, elle a donné par surprise déjà ici au Togo, et elle a donné raison. Elle a donné raison à des leaders de l'opposition qui ont déposé des recours, si je ne me trompe. Après, peut-être sur les faits, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais quand même que cette cour, dirigée par Abdou Assouma toujours, a eu à donner raison. Merci. C'est vrai que la Cour constitutionnelle, oui, donc, dans sa composition actuellement, fait l'objet de beaucoup de débats. D'abord, elle est incomplète. Nous n'avons que 7 hauts magistrats sur les 9 qui sont censés être, et toute une polémique avait entouré sa recomposition. Mais ce qui est quand même évident, c'est cette Cour qui a reçu les signatures, les dossiers de candidature, et qui a validé les dossiers de tous les candidats dont Agbeomé. Cette Cour qu'on attend incessamment à 15h sur la décision qu'elle prendra sur le recours d'Agbeomé et la proclamation des résultats définitifs de l'élection du 22 février. Primus? Non, ce qui m'attriste, c'est que tous ces opposants, après la proclamation des résultats, n'ont jamais pris le temps... Résultat provisoire, vous voulez dire? Non, je ne parle pas de maintenant. Dans le passé. Oui. N'ont jamais pris le temps de s'attaquer en tant que politiciens aux imperfections du système, surtout électoral, pour essayer de le corriger. Ah si, Primus, Oui, on a eu beaucoup de critiques, notamment de l'ANC, de son président, du CAR, et bien d'autres partis, même à la veille de chaque élection, propositions d'amélioration du cadre. Et vous vous rappelez, au plus fort de la C14, il y avait beaucoup de propositions que l'opposition avait faites, mais qui n'ont pas beaucoup prospéré, malheureusement. Oui, mais Montesson disait quelque chose. Il y a, comment dirais-je, ce manque de crédibilité ou bien de confiance vis-à-vis de nos institutions. C'est ça le problème. Il va falloir que nos institutions puissent nous inspirer confiance. Ne crée pas la confiance. Oui, c'est ça le gros problème. Bon, maintenant, sur le développement de l'écrivain, non, tous les processus électoraux au Togo n'ont jamais eu de couac. C'est les résultats qui sont pacifiques. C'est pacifique. C'est toujours pacifique. C'est toujours pacifique. Mais c'est le résultat qui crée des problèmes. Comme actuellement.
comme actuellement, et ça discrédite tout le système. Merci encore une fois. C'est à 15h que nous irons à la Cour constitutionnelle s'il y a de la place pour tout le monde pour suivre les décisions. Mais revenons donc au cas Agboyome. Je ne fais pas l'histoire que Agboyome, candidat du MPDD, s'est trouvé investi de la dynamique Kodjo. Vous rappelez que c'est dans une église qu'il a été investi candidat avec le drapeau togolais que l'évêque lui a remis solennellement. Le même évêque qui ne se prive pas de dire qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit pour choisir Agboyome et Kodjo avec ses 90 ans, qu'on a vu faire campagne physiquement aux côtés d'Agboyome sur toute l'étendue il faut ajouter autre chose national. Oui, et d'autres données. C'est le candidat aussi, comment dirais-je, de l'oracle. Quel oracle? Un autre oracle en dehors de Monseigneur Kodjo. Oui, Thomas Soukoué nous disait que ou bien c'est de la prophétie, j'allais dire. Bon, je préfère m'en tenir à l'investiture de la dynamique. Non, il y a ça. Non, je ne parle pas du revers de la messe, c'est donné. Puisqu'on a dit que, Thomas Soukoué, du bac, disait que, et la prophétie de telle année qui a été incarnée par le prophète Isaïe disait que je crois pas aux prophéties. Mais voilà, il y a ces éléments. Isidore fait bien de rappeler. Il y a ces éléments c'est des éléments que Thomas Soukoué est venu tenir au studio depuis très longtemps ici, et Thomas Soukoué qui est dans l'équipe de campagne de Agboyome Kodjo. Thomas Soukoué continue à revendiquer aussi la victoire réelle ou prétendue. Maintenant, est-ce que ces prophéties, ces inspirations divines ne peuvent pas se concrétiser dans la réalité? C'est là où il y a des problèmes. Eh bien, attendons de voir. D'autant plus que les voix du Seigneur sont insondables. Je suis pas dans le secret de Dieu. Je pose des questions. Oui, non. Alors, de Agboyome, venons maintenant à Monseigneur Kodjo et à l'ensemble des évêques de l'Église catholique du Togo qui se retrouvent dans une polémique, ou bien nous disons même dans une certaine controverse. Alors commençons par le confrère Indépendant Express qui écrit « Monseigneur Kodjo porte 2 croix, Gogoligo et Agboyome ». Et l'Indépendant Express revient sur les propos et comportements de l'humoriste Gogoligo à l'endroit de Monseigneur Kodjo il y a quelques jours. Et le journal écrit que le silence de Monseigneur Kodjo face aux agissements de Gogoligo est plus que menaçant de quelques réactions. Et Kodjo qui porte la croix du pardon vis-à-vis de Gogoligo. Et pour l'Indépendant Express, la croix de Gogoligo lui vient de Agboyome Kodjo, dont Monseigneur Kodjo a décidé de porter de gré ou de force une autre croix d'un lourd passif pour prétendre le faire assurer une alternance pour le Togo. Et l'Indépendant Express rappelle que Agboyome Kodjo, alors tout puissant du régime de Gnassingbé Yadema, il faisait partie de l'un qui dirigeait l'un des groupes de basse besogne du nom des escadrons de la mort. Un article qu'on lira et peut-être qu'on lit et auquel on trouvera un certain intérêt. Pour le cas Gogoligo, pour être complet, il a présenté ses excuses. Monseigneur. C'est vrai qu'il a fait montre d'un comportement, des propos sur les réseaux. Après, il s'est excusé également sur les réseaux. Mais comme l'Indépendant Express dit que Monseigneur Kodjo n'a pas réagi aux propos de Gogoligo, il ne sait pas s'il a reçu le pardon et comment il aurait réagi. Mais revenons de Kodjo à l'ensemble des évêques. Et là, c'est l'Union pour la Patrie qui écrit lui aussi situation post-électorale, message des évêques du Togo en toute conscience. Merci Monseigneur Kodjo, écrit l'Union pour la Patrie. Les évêques du Togo cautionnent aujourd'hui les nombreux déplacés, réfugiés et morts occasionnés par les fraudes de Monseigneur, de Monsieur Agboyome quand il était aux affaires. Alors, comme je l'ai dit, Isidore, alors nos chers évêques, nos pères évêques se retrouvent dans une polémique, pour ne pas dire dans une certaine controverse,
D'abord, avec les actes causés par leur aîné, Monseigneur Podjoro, et leur dernier message en date. Oui, mais ils ont été clairs qu'ils soutiennent les actes de Podjoro et qu'ils ne l'ont jamais lâché. Si vous lisez le contenu, c'est ça. Eux-mêmes, ils déplorent la violation des lieux de culte et que le sort qui est réservé à leur aîné, ils ne sont pas du tout d'accord. Et ils l'ont dit de vive voix. Et je pense que c'est la meilleure façon même de le dire. Et les évêques ne peuvent pas se prononcer sans avoir l'aval du Vatican. Certes, mais avant et avec les évêques, nous sommes unanimes. Nous sommes unanimes à condamner toute violence d'où qu'elle vienne. Et hier, nous avions eu le privilège de recevoir la visite, enfin, d'avoir un commissaire de police dans nos studios. Et nous avions également ce malheur d'avoir l'une des victimes tabassée le vendredi. Et nous avons échangé avec le commissaire de police et nous leur avons fait savoir qu'ils auraient dû faire l'économie de violence à la manifestation du vendredi dernier. On s'est quand même bien compris. Mais c'est vrai que les évêques ont condamné ces violences. Les évêques se disent également solidaires des actes de leur aîné, Monseigneur Podjoro, et ces actes partent depuis l'investiture d'Agboyome jusqu'au scénario aujourd'hui, ce qui amène l'Union pour la patrie et l'Indépendant Express à ces articles-là. Oui, en fait, vous savez, quand on est porteur de soutane, la blancheur de la soutane, normalement, traduit une certaine responsabilité. C'est-à-dire que c'est comme vous étiez parent et que au sein de votre famille, vous avez plusieurs enfants qui sont divisés, qui s'entre-déchirent. Et pour trancher, c'est très très délicat. C'est-à-dire qu'en tant que parent, même quand pertinemment vous savez l'enfant, vous savez que tel a raison face à l'autre, c'est très très délicat en tant que parent de trancher. Et moi, j'ai pas senti ça dans ce communiqué, et c'est mon regret. Je ne le cache pas. C'est vrai. On ne peut pas, en tant qu'évêque, on ne peut pas, en tant que prélat, soutenir ou apprécier justement que des forces de l'ordre aient fait intrusion dans des lieux entre guillemets, dans des lieux sacrés, pour opérer, etc., etc. Mais moi, je pense malheureusement que ce communiqué, cette sortie pêche par son caractère trop partisan. Parce que quand on dit clairement qu'on soutient Monseigneur Podjoro, ça pose plusieurs questions. Oui, parce qu'on a utilisé un lieu de culte aussi, n'oublions pas, pour investir un candidat. On a utilisé un lieu de culte pour investir un candidat et, à notre connaissance, mais l'Église n'est pas un parti politique. Ça pose quand même sérieusement une question, parce que, en fait, quand on regarde le contexte d'ailleurs, mais face justement à l'émergence de toutes les églises, toutes les religions révélées, etc., aujourd'hui, toutes ces églises qui partagent des fidèles avec l'Église, mais l'Église n'a pas intérêt justement à poser certains actes. Vous voyez un peu? Et donc, moi, je m'attendais justement aussi à ce que quand même... Mais par exemple, quand Monseigneur Podjoro, au cours de la campagne, a été amené, par exemple, à jeter des invectives aux premiers citoyens de l'État en disant des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Mais quand on dit, par exemple, d'un homme d'État, du rang d'un président de la République, vous voyez, il n'est pas ceci, il a telle vie privée. Mais ça, ce n'est pas du tout correct. Quand la conférence des évêques me dit que nous soutenons Podjoro, ça veut dire justement que, en fait, on cautionne aussi des propos comme ça. C'est ça qui fait mal. Mais nous sommes tous de cette église et on ne peut pas comprendre justement que
malheureusement, Merci. face à une situation aussi Merci délicate, de donner- l'Église n'ait pas pu utiliser de la dextérité qu'il faut merci mon Tchonso. Eh bien, pour un garant moral. Koumtchane, le regard un peu parole. du Togolais Je te d'ici contradis quand même. et d'ailleurs, s'il vous plaît. Primus, S'il vous plaît. quel est S'il le vous problème? plaît, Quel est votre S'il problème? vous plaît, Primus s'il vous plaît. Permettez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez la parole, S'il vous plaît, vous Dieu donné. Eh bien, Koumtchane. Oui. Voilà. Vous avez la parole? Nos pères évêques pas non plus. de tout le territoire. Alors, S'il quel est vous ton plaît, problème? mon Tchonso. Qui l'a fait? Hein? Eh bien, nos pères évêques, je présume que vous Permettez. avez pris connaissance du dernier message des évêques. Oui. Et ils condamnent la violence de toutes sortes, nous aussi. Ils se disent, enfin, ils se montrent solidaires avec leurs confrères et aînés. Alors, vous, Togolais, bien sûr, mais ayant l'avantage de partager la vie démocratique d'un pays comme la France, qu'est-ce que toute cette situation vous inspire? Moi, je pense qu'il faut être clair. La première chose, il faut qu'on soit dans un processus de séparation et de l'État et de l'Église. On va être sur ce principe-là. Quand on veut être en démocratie pleine, il faut qu'on s'engage dans ce processus-là. Donc, les évêques, leur sortie, on le voit, ils cautionnent très clairement ce que Poduro a mis comme dynamique. Et cette caution, moi, ça m'interroge, parce que investir, comme l'a dit le confrère et le frère, investir un candidat au sein de l'Église, pour moi, ça pose la question. Est-ce que l'Église catholique devient un parti politique? C'est la première question. La deuxième question, dites-moi aujourd'hui concrètement ce que Agboyomé réclame comme victoire, quelle est la part de ces évêques dans ça? Si nous positionnons l'Église et la religion comme étant l'incarnation d'une certaine éthique et d'une certaine morale, quid de leur positionnement? Et que tous les évêques aujourd'hui nous disent clairement que ils n'ont pas du tout abandonné Poduro, donc ils ont soutenu Poduro depuis le début jusqu'à aujourd'hui, alors là, il faut se dire que nous avons en face de nous des acteurs politiques plutôt que des prélats. Et quand on est dans ce positionnement, on accuse les forces de l'ordre ou l'État d'investir des lieux de culte. Vous savez, c'est Hobbes qui le dit, l'État c'est le léviathan, c'est la puissance. Et dès lors qu'on se retrouve dans une situation où l'État, ou je dirais l'autorité de l'État, ou même des candidats se laissent investir dans des lieux publics et qu'il y a un certain nombre de propos ou de positionnements de ce genre, l'État peut investir tout lieu. C'est son droit. Donc, à un moment ou à un autre, moi, je considère que le positionnement des évêques aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans la sphère politique, c'est un positionnement qui demande que nous réfléchissions carrément sur, je dirais, le principe clair qui est celui de séparer l'État et, je dirais, l'Église, et en même temps de dire très clairement que nous tous, comme citoyens, certes, condamnons. Mais les évêques disent agir en tant qu'autorité morale, à l'écoute et conscient des souffrances du peuple. Voilà. Et ils disent, c'est là que je voudrais prier réagir. et œuvrer Je voudrais- que prévale la vérité voilà. et Togo le n'est pas la beau particularité. au détriment non, du faux. attendez, moi je vais sur ce point-là être simple. Alors, de quel péril, de quelle tempête, de quelle crise parle-t-on? Moi, je veux bien savoir. Est-ce que c'est la crise qu'ils veulent inventer, qu'ils veulent créer de toutes pièces, ou c'est une crise sociale qui existe déjà? Si c'est la crise politique, qui l'a créé cette crise politique? Si ce n'est Agboyomé, leur soutien. Alors, qu'on me dise aujourd'hui que Agboyomé est sorti, mais soyons sérieux, Oui, on va être oui, clair. allons-y. Agboyomé est sorti pour dire très clairement j'ai gagné. Il a complètement mis de côté toutes les institutions de l'État. Il s'autoproclame président de la République avec bien sûr des résultats et des preuves qui ne sont pas du tout fondées, qu'il nous donne les preuves et qu'il veuille clairement dire moi je saisis telle institution parce que la proclamation provisoire des résultats me donne tort et comme ça je saisis toutes les institutions pour que la vérité soit rétablie. Alors qu'on me dise pas que celui-là qui défie les institutions de l'État c'est lui qui est dans le bon droit et c'est celui-là
qui attend la proclamation Merci des résultats. Primus. Les Oui. évêques disent Oui. que le processus électoral s'est bien passé, mais quant aux résultats, ils disent que la main sur la conscience, ce n'est pas apparemment ce que la CENI a proclamé, et ils insistent surtout pour que prévale la vérité des urnes. C'est en cela que les évêques rejoignent un peu la position du gouvernement américain et de nombre quand même de Togolais qui insistent pour que la vérité des urnes vraiment ressorte de ce scrutin. Ça me ferait plaisir si nous pouvons élever le débat. Oui, justement, je compte sur vous pour l'élever. D'accord. D'abord, l'Église en tant qu'autorité morale a le devoir de rappeler tout citoyen dans son pays à l'ordre. Que ce soit le numéro 1 ou le dernier numéro. C'est ce qu'on exige de l'autorité morale. De rappeler tout le monde à l'ordre moral. Ça, c'est le devoir, si je porte une toge morale, de dénoncer ce que je considère comme mal, que le mal. Et quand on a appelé un prélat pour présider la commission vérité et justice, vous avez trouvé ça normal? Non, qu'un prélat soit dans ce rôle? Je veux bien Non, s'il qu'on vous en plaît, discute. on va laisser Primus terminer. D'accord? En fait, Primus, Bon, maintenant, le débat, oui, c'est la prise de position oui. de Monseigneur Kodjoro Oui. et des évêques dans le processus électoral en cours. Et la semaine passée, le pape a dit dans son homélie qu'un bon catholique, c'est celui qui s'intéresse à la politique. Et un bon dirigeant, c'est celui qui aime son peuple. Et voilà que c'est le pape qui prend une position politique, publique, et le fait connaître. Et il exhorte ses fidèles, les catholiques, à s'engager en politique, à s'intéresser à la chose politique dans leur pays. En RDC, ça s'est passé. Un peu partout dans le monde. Le révérend Fulbert Youlou, vous le connaissez? C'était le premier président de la République du Congo. Et quand la RDC, à l'époque... mais vous rappelez que le Vatican avait excommunié l'abbé Fulbert Youlou quand il est entré en politique. Ça aussi, il faut le rappeler. Je le rappelle aussi. Prenons même l'histoire de France. Quand vous vous référez à la séparation de l'Église et de l'État, vous faites allusion à Napoléon. C'est Napoléon qui s'est couronné lui-même en refusant au pape de le couronner. Et après, a voulu chasser les religieux de la vie publique en déclarant que la vie publique en France est laïque. Et ça depuis 1905. Prenons les États-Unis qui dit « In God we trust ». L'État le plus libéral au monde qui inscrit sa constitution dans Dieu. Le problème, c'est la position affichée par Monseigneur Kodjoro aux côtés d'un acteur politique à Guillaume, et que les évêques disent qu'ils le soutiennent. Voilà un prélat qui s'engage et qui affirme haut et fort sa position politique. Parce qu'il dit qu'en tant que pasteur, il a la charge de ses brebis et ses brebis souffrent. C'est ce qu'il dit. Oui. Moi, je vais rappeler à mes petits frères qui sont ici qu'en 1975, j'étais en classe de seconde au collège Saint-Joseph. Et le père Denis Amouzou, qui va devenir Monseigneur Amouzou Diakpa, qui vient de démissionner il n'y a pas longtemps, en tant qu'archevêque émérite de l'ONU. Il n'a pas démissionné. Qui est parti à la retraite. Il a été atteint par l'âge de la retraite. L'âge de la retraite. Oui. Et à ce moment, nous sommes au temps fort de la dictature du régime RPT. Et il a fait un homélie le dimanche. On venait de prendre la loi pour le changement de nom, que nous ne devons plus porter des prénoms chrétiens et à consonance occidentale. Et la mesure avait frappé également les musulmans. C'était tout prénom importé. Et ce prêtre, le père Denis, nous l'appelons à l'époque, a fait son homélie, et après les militaires sont partis le chercher pour le fesser. Eh oui. Oui. Pour le fesser.
alors qu'il n'a pas pris de position politique. Il a fait son... Vous permettez, l'histoire... Où veut-on en venir? Je voudrais en venir à la question du moment. Le révérend... Où veut-on en venir? S'il vous plaît. Le révérend Nimela. Oui, s'il vous plaît, Primus, n'ont pas le temps de faire toute cette histoire. Non, on va le faire. C'est la question de l'actualité. Oui. C'est la position officiellement prise par je te Monseigneur Kodjo. Il a dit que quand on est venu chercher le juif, s'il vous je plaît, n'étais pas nous n'avons pas le temps de rappeler tout ça. Maintenant, c'est important. Très important. Pour aboutir à quoi n'est finalement? pas une chaire d'université. Concrétisons pour que les gens puissent comprendre ce que nous faisons. Monseigneur Kodjo a fait connaître sa position politique. Il est citoyen togolais ou bien il n'est pas citoyen togolais? Maintenant, le problème, c'est de la position de monsieur, en fait, de Monseigneur Kodjo à la position de l'Église catholique. Je pense que c'est là le débat. Oui, Koumtchan, S'il vous plaît, oui, Koumtchan. Moi, ce qu'il faut qu'on soit d'unir. Oui, c'est la parole. Koumtchan, rapidement. Nous allons nous ouvrir sur les ce que je voudrais qu'on comprenne, n'enfermons pas les chrétiens dans une sorte de diktat d'un certain prélat. Parce que je sois catholique et que quelqu'un d'autre soit catholique, on peut avoir des appartenances politiques diverses. Exact. Et c'est là le problème. Quand on parle d'autorité morale, à un moment ou à un autre, il faut se poser la question de quelle moralité. On nous parle de vérité. Et là, on peut aborder toutes les questions philosophiques. Vous parlez de la loi 1905. Vous pouvez aller en Angleterre et poser aussi la question. Quand on parle de Dieu, à un moment ou à un autre, Dieu n'a pas de couleur. On y soit qui mal, Dieu est mon droit. C'est la devise souffrez. On y soit qui mal, il pense Dieu est mon droit. S'il vous plaît, il est d'ailleurs l'heure pour les auditeurs. Voilà, c'est l'ambiance bien électriquement intellectuelle et ce club de la presse. Nous allons juste observer une petite pause, le temps que les auditrices et auditeurs interviennent dans ce débat vraiment d'histoire philosophique et religieuse. 93.5 Canal FM. Eh bien, débat très intéressant ici au studio qui va devenir encore plus intéressant lorsque nous allons vous écouter, vous auditrices et auditeurs. On me signale déjà Isidore en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Oui, débat très intéressant, ça mais je n'ai pas constaté aujourd'hui un débat à la Politicia, un débat à Africa Room, un débat à la Tika TV où il y a d'impartialité. Nul n'a été le fait que Primos a voulu élever justement le débat, mais que vous n'avez pas souhaité l'entendre. Eh bien, je compte sur vous que vous éleviez justement le débat. L'ami Isidore. Moi, je pense que nous allons prendre une partie des propos aujourd'hui quand même sur RFI de M. Kofi Annan qui dit « Kodjo a droit de faire la politique ». Et le pape l'a déclaré comme ça a été dit. Et moi, je pense que aujourd'hui, nous tous, ce que je constate dans le Togo, c'est quand ça nous arrange, on dit si, quand ça nous arrange pas, on ne pense pas à la religion ou bien on ne veut pas parler conscience. Hein, c'est malheureux et voilà tout ce qui se passe. Nous sommes dans cet imbroglio où nous sommes emmenés nous-mêmes à ne pas redresser notre pays, à mettre notre pays sur un bon chemin. Et comme si on achète des gens ou bien on veut seulement garder pour soi. Voilà. Donc c'est très malheureux, c'est très malheureux. Merci l'ami Isidore. Vous avez fait usage de votre liberté de ton et d'expression. Nous passons maintenant à l'ami Kolani. Allô? Oui, Kolani. Bonjour, Sof. Oui, bonjour à vous. Je salue le plateau. Mm-hmm. Oui, il y a un de vos collègues qui nous dit que Agboyome a dit si on vote déjà à midi, il va ramener la victoire. Oui, c'est des paroles politiques. C'était pour voir le nombre de personnes qui sortiraient. On a vu l'engouement. Et quand on nous parle de prophétie, oui, la prophétie est réalisée. Si elle n'est pas réalisée, retournons tous pour qu'on puisse nous donner des résultats de bureau de vote, pas bureau de vote. Au moins sur cette plateforme-là, là où vous êtes là, sur le plateau-là, au moins, on devait être unanime quand même que la vérité des unes soit vérité.
Alors, l'ami Kolani, s'il vous plaît. Alors, comme vous êtes ouvertement partisan d'Agboyome, alors, dans quelle posture vous trouvez-vous? Non, est-ce que pour, une seconde. Est-ce que pour vous, s'il vous plaît, est-ce que pour vous, monsieur Agboyome est président élu tel qu'il s'est autoproclamé, ou bien est-ce que vous attendez la décision de la Cour constitutionnelle bientôt à 15h? Monsieur Sass, je dis bien, nous sommes tous des Togolais, nous voulons notre pays. Est-ce que nous voulons la vérité, la lumière, ou on ne le veut pas? Si on le veut, de toutes les façons, nous avons demandé la vérité des urnes. Nous savons que la Cour constitutionnelle, que ce soit la CENI, est au bord du pouvoir. On l'avait déjà prédit. Donc, ce qui sortira aujourd'hui, nous l'attendons bien sûr. Nous avons porté plainte, comme on le dit. Mais toutefois, connaissant bien ce qui va sortir plus ou moins, qu'on ne veut pas dire sur les antennes, nous prenons aussi nos dispositions quand même. Mais on devait être unanime quand même sur la vérité des urnes pour que chacun puisse être à l'aise. Alors, l'ami Kolani, encore une fois, supposons le Togolais qui n'est ni pour Faure Gnassingbé ni pour Agboyome, de quel côté doit-il attendre vraiment la vérité des urnes du 22 février? Justement, moi-même, je ne suis pas ni pour Faure ni pour Agboyome. Ah non, vous êtes pour Agboyome, ça vous l'avez dit plusieurs fois. Non, j'ai fait campagne pour Agboyome. Vous avez compris. Mais j'ai fait campagne pour qu'on puisse, c'est un jeu. De toutes les façons, il y a un perdant ou un gagnant. Ou bien, mais que ce soit véridique, c'est tout. S'il faut gagner, je le dis, félicitations. Oui, mais ma question reste posée. Si on n'est ni pour Faure, ni pour Agboyome, de quel côté le Togolais lambda doit-il attendre la vérité des urnes? Mais de quel côté? Vous êtes la lumière, non? Que ça soit la vérité qu'on nous donne, monsieur Sass. Est-ce que vous recomptez, c'est difficile? Les États-Unis qui nous demandent ça, est-ce que c'est difficile? Les États qui nous demandent ça, est-ce que c'est difficile? Merci beaucoup. Je rappelle que le club de la presse même s'associe au fait que les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote, pour que tous les Togolais sachent exactement où se trouve cette fameuse vérité. Kofi Gan, bonjour. Oui, j'aimerais participer à l'émission. Oui, vous êtes en direct. Oui, bon, depuis fort longtemps, on a constaté que à chaque fois quand il y a élection et quand on proclame les résultats, bon, il y a toujours des soucis et ça fait que bon, le pays ne développe jamais. Et ce soir ou l'après-midi, ils vont proclamer les résultats définitifs. Ça veut dire que le président qui s'est auto-proclamé, ça veut dire que lui déjà, il sait ce qu'il va se proclamer déjà l'après-midi. Là, s'il s'est précipité pour peut-être nommer un premier ministre, moi je dirais qu'il a raison, d'autant plus que s'il attend et c'est ce que les gens là vont proclamer, ils l'auront à proclamer, il y aura rien même qui va empêcher parce que il y a la force derrière. Là, j'aimerais inviter vraiment nos autorités à ne pas vraiment à chaque fois dire qu'on a la force, parce que nous tous, on a besoin de l'avancement de ce pays. Il faut qu'ils fassent tout. Et quand, par exemple, on nomme les gens dans les institutions et qu'ils volent, est-ce que les gens là auront le courage de leur dire non? Vous imaginez quand on a fini de proclamer les résultats l'autre fois, comment les gens togolais, c'est-à-dire qu'ils se moquaient des Togolais. Les quoi, je ne vais pas nommer le nom, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un pour qu'on dise qu'on a cité le nom. Mais vous allez voir l'image là, ça ne donne pas bonne image, quoi. Là, sincèrement, bon, attendons pour voir le reste, mais vraiment, il faut que nos autorités fassent tout pour... Bon, merci Kofi Gan. On va écouter Hakim. Hakim, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bon, moi je suis catholique et très très pratiquant et fier de l'être. Mais je ne me retrouve alors là vraiment pas du tout, même pas du tout dans cette démarche de nos prélats, de nos évêques. Je suis sympathisant du NI. Est-ce que je suis encore membre de l'Église catholique avec ce que nos évêques font, nous diviser? Celui-là qui est pasteur, il est censé rassembler ses brebis. Maintenant, lui, il se réveille un matin et puis il choisit 5 ans. Et vous voulez que nous nous retrouvons comment? On est perdus. Les pasteurs doivent nous rassembler. Nous sommes perdus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je voudrais savoir, sur quel chiffre est-ce que les prélats se basent? Et cette question s'adressera à M. Denis Girou. Sur quel chiffre est-ce que ces prélats se basent pour douter des résultats proclamés par la CENI? Je vous en prie. Répondez à cette question, s'il vous plaît. Malheureusement, je ne sais pas si nous sommes les personnes les mieux placées pour répondre à vos questions. Nous passons la parole à Papa Sebiti. Papa Sebiti, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Oui. Pour la première fois
je vous félicite pour ce débat. Tout le monde, mes idoles, qui a fait une bonne intervention. Vous savez, ce pays, ce qu'on nous a appris, on nous a dit que l'Église est anticléricale. Elle ne doit pas se mêler des choses. C'est bien séparé en Italie, vous voyez. Aujourd'hui, ce qui se passe, voyez le gouvernement, sa configuration. Êtes-vous content? Monsieur Agoumé, président Adjamabo, Premier ministre. Moi, je les aime. Le nom du Premier ministre que nous avons d'Agboyome, c'est pas Adjamabo, c'est plutôt, c'était Monsieur Najombe. C'est Najombe? Oui. Premier ministre? Oui, d'Agboyome. D'Agboyome, ah bon? Bon, vous m'excusez. Parce qu'on nous a dit que c'est Madame Adjamabo. Non, ça c'était des fake news. Bon, ce qui se passe, vous-même regardez le pays là. Quand la Cour constitutionnelle va proclamer, vous allez voir, les gens vont dire que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit beaucoup de choses. Choisissez et choisissons. Sauf que c'est pas nous qui choisissons ici, Papa Sibiti. C'est nos frères. Et l'autre Jean-Pierre Fabre, président, c'est notre frère. Faisons tout pour qu'il ait la paix. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. La parole maintenant à Sandro. Oui, bonjour. Oui, Sandro. Moi, je voulais m'intervenir au niveau du côté de Berger. Quand on parlait de Monseigneur Caudron, on disait qu'il est pasteur, il doit être rassembleur. Oui. J'aimerais poser la question à Primus. Est-ce que un pasteur dans son église, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, est-ce qu'il a la capacité ou bien bon, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut interpeller cette personne pour lui dire ce que tu fais là, c'est pas bon? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je voudrais dire, nous citoyens qui ne sommes pas pour un bord ou de l'autre bord, qui devons faire confiance à nos institutions. Est-ce que ceux qui animent ces institutions peuvent travailler avec leur âme et conscience pour nous donner ce qui est juste et non pencher sur quelque chose que nous Bon, il est parti, mais Primus, vous avez écouté l'essentiel. Oui. Eh bien, vous lui faites une réponse en si un pasteur peut dire à quelqu'un si ce qu'il fait est bien ou oui. C'est son devoir. C'est son devoir. Oui. C'est ce que vous avez appelé l'autorité morale. Oui. L'autorité morale doit se prononcer sur la morale et dire ce qui est bien et ce qui est mal. Merci. Marcel Afanou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui. Oui, aujourd'hui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le débat et je tiens à vous remercier. Bon, quoi qu'on dise, il faudrait que de nos divers débats puissent sortir la vérité. Bon, moi, je ne suis pas du bord du ni du bord de l'opposition, puisqu'il faut dire que, comme l'opposition nous a vraiment déçus dans ce pays. Parce que moi, j'estime tout simplement qu'il y a des b.a.-ba, des trucs totalement terre à terre qu'on ne retrouve pas. UNIRA fait 15 ans de pouvoir, on n'a aucun hôpital de référence, on n'a aucun hôpital, alors que c'est un besoin totalement primaire. Et de l'autre, je n'ai jamais vu un opposant se mettre dans la rue, crier ou bien réclamer à corps et à crier au moins un hôpital. Donc moi, j'estime que toute notre classe politique a totalement échoué. Elle a totalement échoué et il faut réellement que un côté, comme de l'un de l'autre, comme de l'autre, se remette totalement en question pour pouvoir amener le pays vraiment sur des bonnes marches et afin qu'on se sente réellement togolais. Parce que ça fait mal. Merci. Ça fait mal. Et moi je dis, par rapport au prélat... Marcel, si vous renvoyez dos à dos et le pouvoir l'opposition, vous-même là, vous attribuez quelle mission? Non, moi, en fait, nous, la mission là, que je vais attribuer, c'est de dénoncer cela. Puisque je dis que le pouvoir comme l'opposition, ils ont failli. Ils ont failli. Et au-delà de la dénonciation? Ils ont failli, mais moi, je veux peut-être qu'ils s'assoient, qu'ils se mettent tous ensemble pour qu'on puisse trouver de bonnes solutions pour ce pays. Merci Marcel, puisque on nous apprend aussi que la critique est très facile, mais l'art est tout autre. Oui, on va y revenir. Georges, en ligne, bonjour. Allô? Oui. Oui, je serai toujours du côté de la dissidence contre l'autorité. C'est votre droit? Oui, c'est mon droit. Donc, je ne suis ni pour l'opposition, ni pour le pouvoir. C'est pour juste dire que, bon, j'ai suivi votre débat, ça a été très intéressant.
Mais le problème, ce n'est ni l'église ou la paroisse où le gars a été intronisé. Ce n'est pas le prélat. Le problème, c'est les urnes. On veut recompter les urnes. Pourquoi les voleurs ne veulent pas qu'on recompte les urnes si on les taxe de voleurs? Qu'on recompte les urnes et tout sera fait. Merci Primus pour ta clairvoyance. Merci. Bye bye. Je vous en prie, encore une fois, nous rappelons que nous-mêmes, nous avons été enseignants et quand nous établissons le bulletin, on ne met pas seulement la moyenne générale, on met les notes des élèves matière par matière et les élèves ont même l'habitude de venir réclamer « Monsieur, je suis triché ici, restaurez-moi dans mon droit ». Enfin, nous prenons le risque, même si le code électoral ne l'a pas expressément dit, à partir du moment où il y a polémique, la CENI ou la Cour constitutionnelle gagnerait à afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote pour situer les plus sceptiques. On va finir par l'auditeur suivant et puis vous allez faire le point. Oui, bonjour l'ami. Oui, bonjour. Oui. Alors, monsieur Sass, oui. Moi j'aimerais préciser que jusqu'alors, vous ne nous avez pas encore situé totalement sur ce que la loi électorale interdit aux journalistes de faire et ce que vous pouvez faire en période électorale, surtout concernant les résultats. Parce que je ne pense pas que il va falloir que vous puissiez organiser une émission spéciale pour nous éclairer, pour éclairer la population sur ce qui est possible aux médias de faire. Cher ami, laissez-nous les journalistes faire ce que nous faisons, même avec des imperfections. Maintenant, vous citoyens, dans cette affaire-là qui nous emballe, qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire pour sortir de la crise? Vous parlez de la préélection que nous connaissons actuellement. Oui. C'est bien ça. Mm-hmm. Je pense que ce que vous devez faire, ça doit être Non, nous, on fait déjà ce que nous pouvons avec les imperfections. Maintenant, vous, citoyens togolais, là. Mais de toute façon, moi, si je vais parler de moi personnellement, vous savez, beaucoup d'auditeurs le disent. Et à part ça, ils ne peuvent pas faire autre chose. Et même lorsque nous voulons manifester, mais c'est les gendarmes qui viennent nous empêcher de marcher. Il faut un recomptage bureau de vote par bureau de vote. Ça, on l'a suffisamment déjà dit plusieurs fois. Concernant la confiance aux institutions, il faut respecter les institutions, il faut avoir confiance aux institutions. Mais je me dis que la confiance, ça se mérite. Je dis, le journaliste, je dis un peu son nom, qui me dit, je l'assure que les institutions que nous avons aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, la CENI, est-ce qu'il est sûr que la CENI, dans tout le travail que la CENI fait, la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il est sûr que ces institutions ont respecté son vote en tant que citoyen? C'est là où la confiance doit être méritée, c'est là où le respect doit se faire. Deuxième point, on nous dit que Agbeome et son soutien, c'est eux qui ont créé la crise que nous connaissons actuellement. Mais je dis non. La crise vient du moment où on ne veut pas que les choses soient claires. On nous fait du clair-obscur. La crise vient de ça. On ne peut pas nous dire qu'il y a un camp parce qu'il s'autoproclame président et que la crise vient de là. Les institutions qui sont en place pour montrer que celui qui s'autoproclame, pour lui faire la honte publique, là on donne des résultats clairs et là tout le peuple saura que celui qui s'autoproclame, il fait de la Merci cher ami, merci à vous tous qui êtes entrés en ligne, qui nous avez enrichis. Isidore, si je me permets de résumer, c'est que si crise il y a, c'est que les Togolais estiment ne pas se reconnaître en confiance dans les institutions qui régulent les élections. C'est ce que j'ai dit. Et je persiste, je signe. Aujourd'hui, quand on nous dit que la loi n'a pas autorisé la publication des résultats de vote par bureau de vote, je dis que la loi est muette là-dessus, en l'occurrence l'article 103 du code électoral. Mais vous vous souvenez que on avait tenté d'organiser le mot là même, sincère. Mais est-ce que sincère a été prévu par le code électoral? Et pourtant, la CENI l'avait préconisé pour la compilation des résultats. Après ils ont dit ils ont annulé. On avait connu succès. On avait connu VESAT. Ça n'était pas prévu ça n'avait pas été prévu. Non, ça n'avait été même pas prévu par la loi.
Si la loi est muette, si vous voulez faire que les choses puissent avancer, je pense qu'il va falloir faire ça. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Maintenant, rebondir sur ce que l'autre là disait, que et l'opposition et le gouvernement ont failli. Vraiment, nous n'avons pas cette culture au niveau de l'opposition dans les pays francophones d'avoir un shadow cabinet pour pouvoir critiquer et marquer au pas le gouvernement. C'est tout le problème que nous avons. Ça nous permettra d'évoluer, de grandir et d'avoir l'ancrage démocratique dans nos pays. Merci. Montchosso, un auditeur vous a formellement interpellé sur la confiance que nous, les Togolais, nous devrions avoir, mais que nous n'avons pas dans nos institutions. Malheureusement, d'accord, mais est-ce que nous avons confiance à nos autorités morales aujourd'hui quand ils sortent, quand ils interviennent? C'est aussi ça la question. Mais n'oublions pas que nous venons de très loin et nous sommes héritiers d'une histoire politique difficile. Mais c'est là le problème. Mais autant nous n'avons pas confiance aujourd'hui à nos institutions, mais il se trouve justement que quand nos autorités morales même se prononcent, mais justement, mais elles n'inspirent pas confiance et tout le problème est là. Vous savez, cette église, mais c'est la même église, c'est-à-dire qui soutient Kodjo, l'initiative de Kodjo, c'est l'église là, en fait, qui passe par perte et profit tout le travail que Jean-Pierre Fabre a battu. Or, à Guillaume aujourd'hui, non mais, alors, mais quand on me dit, quand on me quand on me dit qu'on soutient justement un candidat, alors que justement, l'un des faiseurs de roi à cette élection, mais c'est Jean-Pierre Fabre. Qu'on le veuille ou non, il est arrivé en 3e position. Mais cette église a battu en brèche tout le travail que Jean-Pierre Fabre, justement, mais qu'on le veuille ou non, a battu un moment. Mais aujourd'hui, mais n'oublions pas, quand on fait une petite cartographie des choses, mais la plupart justement des églises catholiques sont remplies justement des membres de l'ANC. N'oublions pas. Merci. Mais c'est aussi ça le problème. C'est aussi ça le problème. Je connais des gens au gouvernement qui sont également des chrétiens catholiques que je rencontre. Y compris le tout premier des Togolais. Donc, s'il vous plaît, il y a trop amalgame et confusion qu'on fait de la personne de Monseigneur Kodjo à l'église catholique. J'espère qu'on va retrouver puisque toute l'église soutient l'initiative de Kodjo. Toute l'église soutient l'initiative de Kodjo. C'est là le problème. Oui, Primus, vous avez écouté les auditeurs. Je ne sais pas, est-ce qu'ils nous apportent de la lumière ou bien ils nous confondent beaucoup plus? Non, le problème, peut-être que nous ne maîtrisons pas encore bien au Togo. La démocratie, c'est l'expression de toutes les opinions, aussi contraires que possible. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours, de 11h à 12h. Voilà. Donc, et de deux, qu'un prélat fasse un choix politique, je ne vois pas en quoi il est attaquable. Prenez le cas de Monseigneur Desmond Tutu, qui a parcouru le monde entier avec des discours religieux politiques pour qu'on fasse éliminer l'apartheid chez lui. Même Monseigneur Dossé Agneron avait pris position pour Yadema. Oui, dans ce pays. Exactement. Oui, exactement. Oui. Rappelons le passé. Contre le père Denis à l'époque, il a dit ça n'engage que lui-même, il a dit, il a pris ouvertement position pour le pouvoir. Voilà maintenant un prélat qui prend position contre le pouvoir et on dit qu'il a fait à la demeure. Pour quelle raison? Eh bien, Kouncham Siangou, pour vous reprendre décidément, nous sommes dans le processus d'apprentissage comme méthode de changement dans notre pays. Oui, on est effectivement dans une période d'apprentissage, mais ce que je voudrais quand même qu'on note, c'est que la démocratie, ce sont les règles. Et il faut aussi apprendre à être dans le respect des règles du jeu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on parle des institutions, j'entends qu'un pasteur se lève pour donner sa position et qu'il puisse défendre, par exemple, un candidat, c'est une chose. Mais que toute une église, parce que là, nous avons affaire à des évêques qui sont venus en soutien ferme à un prélat et à un candidat, ça pose question. Donc, moi, je dis que si je suis chrétien catholique et que je me retrouve dans ça, ça veut dire qu'il faudra se poser la question si l'Église catholique dans son ensemble, ou les pasteurs qui en sont en fait les premiers tenants, est-ce qu'ils s'engagent dans un positionnement politique
Et quid des autres, en fait, qui ne sont pas dans ce positionnement politique. Et attention, moi je voudrais quand même qu'on fasse une séparation entre éthique et morale. Donc, on va pas entrer dans ce débat. Néanmoins, moi ce que j'entends, c'est que aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas confiance en nos institutions. Ce sont les mêmes institutions qui ont validé les candidatures jusqu'à présent. Pourquoi, en fait, n'avions-nous pas dénoncé, en fait, ces institutions à la base? Si, ça a été dénoncé. Non, attendez. Ça a été dénoncé. Peut-être que vous n'êtes pas au pays, mais ça a été dénoncé. C'est juste l'occasion de rappeler... Même le problème de recomposition ou de... Beaucoup d'acteurs, dont Maître Agboibo, du cas, qui porte la parole du déverrouillage des institutions de la République. Il n'est pas beaucoup écouté, beaucoup n'évolue pas, mais nous sommes rattrapés par nos réalités et mettons l'espoir que le nouveau président qui sera déclaré vainqueur cet après-midi, qui sera investi, qui s'approprie les craintes, les préoccupations de son peuple, et que dans 5 ans, nous n'en soyons pas à ressasser les mêmes soucis et préoccupations. Souffrez qu'on s'arrête là, juste le temps que nous recueillons vos cartons de fin d'émission. Isidore Akolo. Pas de carton, sauf que je peux dire, entre l'éthique et la morale, il y a une grande différence. Et les religieux sont une autorité morale qui vous donne la voie à suivre, le chemin à suivre. L'éthique vous laisse à faire le choix. Merci. Mon chasseur Dieu donné Korolakna. Carton, juste carton. Mais tu n'as pas dit la même chose à Isidore. Non, si. Bon, il avait 30 secondes, il a converti son carton en un commentaire. N'oublions pas que dans l'histoire, il a existé aussi un abbé président d'Haïti qui a commis toutes les gaffes possibles. Mais n'oublions pas, quand on parle justement... Mais quand il faut faire confiance, exactement. Mais donc, je n'ai pas de carton. Merci. Primus de Tchèguenou. J'en ai rarement. Merci. Eh bien, Koumchan, vous invitez, vous n'avez pas de carton à attribuer, mais juste votre dernière conclusion. Moi, je souhaiterais qu'on attende la proclamation, en fait, définitive des résultats et que tout Togolais, tout citoyen togolais, en fait, croit en nos institutions pour que cette proclamation-là, permette qu'on avance. Mais le moins qu'on puisse, c'est que les institutions et les personnes qui les représentent ont vraiment du travail à faire pour mériter notre confiance. Nous tous Togolais, autant que nous sommes. C'est fini pour aujourd'hui. Toutes nos excuses s'ils n'ont pas satisfait toutes vos attentes. Mais peut-être que demain, nous allons faire encore un pas de plus. Comme Primus a dit, la démocratie, c'est le débat contradictoire. Nous allons nous évertuer à le faire au jour le jour. Donc rendez-vous demain mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.